Bonjour à toutes et à tous. Deuxième journée des rencontres du tourisme Bretagne 2022, organisée par la région. Nous nous retrouvons cette fois-ci et cet après-midi pour explorer de nouveaux horizons pour le tourisme de demain. Alors, cette conférence, elle s'intitule « Comment penser des stratégies touristiques en refusant des futurs déjà obsolètes ?» Et c'est pourquoi son objectif principal est de nous donner la liberté du questionnement. En effet, nous savons toutes et tous que le tourisme est à un tournant de son histoire, dans un moment de transition. Nous savons aussi que, toutes et tous, que les prochains choix, les prochaines décisions qui seront prises auront un impact fabuleux sur le devenir de ce secteur. Le tourisme s'est construit selon un certain nombre de modèles dont nous voyons bien les limites, et que nous avons du mal, certaines fois, à remettre en cause, car nous pressentons bien que cela pourrait engendrer des bouleversements considérés par beaucoup comme non acceptables. Et qui pourra bien en vouloir à ces acteurs qui se sont investis, qui ont aménagé, qui ont imaginé, qui ont construit des destinations, des lieux de loisirs, longtemps considérés comme des fleurons. Par ailleurs, comment remettre en cause la sacro-sainte notion d'attractivité que nous avons toutes et tous revendiquée, sur laquelle nous avons beaucoup réfléchi, beaucoup travaillé, à laquelle nous avons tous cru. Et d'ailleurs, faut-il la remettre en cause, cette attractivité, et si oui, pourquoi ? Alors, dans cette période compliquée, les plus radicaux, bien entendu, vont parler de stratégie de rupture, de désinvestissement, de démantèlement, d'arrêt, tout simplement. Mais n'existe-t-il pas d'autres alternatives ? Et puis, que faire des mots magiques que sont hospitalité, valeurs, identité culturelle, dont nous avons déjà parlé, des mots qui sont tellement évidents a priori, quand on parle d'un projet de développement touristique, et pourtant qui sont si difficiles certaines fois à identifier justement quand on est sur ces territoires. Alors, où se situe le vrai problème ? Faut-il changer de paradigme, de point de vue ? Si oui, comment ? Faut-il s'appuyer sur de nouveaux outils, s'ils existent ? Autant de problématiques et de questions que nous souhaitons aborder au cours de cette conférence, qui est ambitieuse, et donc pour laquelle nous avons demandé à deux intervenants un peu hors normes de nous faire sortir un peu en douceur de notre zone de confort. Je vous présente donc Alexandre Monin et Diego Landivar, tous deux enseignants-chercheurs à l'ESC Clermont, directeurs du laboratoire de recherche Origins Media Lab et cofondateurs du Master Stratégie et Design pour l'Anthropocène. Nous avons jusqu'à 15 h pour cette conférence. Comme d'habitude, vous pouvez poser des questions et on vous laissera la parole un quart d'heure avant la fin. Pour les personnes qui sont dans la salle via le flash code et pour les personnes qui sont à distance par le chat. Toujours intéressant d'avoir à répondre à vos questions. Donc on compte sur vous. Vous avez jusqu'au début de ce fameux quart d'heure où on vous donnera la parole. Alors, je vais commencer tout de suite en posant cette question-là et en entrant dans le vif du sujet. Alors, je voudrais que vous nous parliez de cette fameuse notion d'attractivité que j'ai citée en introduction. Concrètement, en fait, quel constat vous avez pu faire à ce sujet ? Quels exemples pouvez-vous nous donner ? Quel lien faites-vous entre stratégie et attractivité ? Est-ce qu'il faut remettre en cause son importance ? Est-ce qu'il faut la reconfigurer ? En gros, est-ce que finalement faire du tourisme c'est quelque chose de naturel ? De quoi on parle ? Quels sont ce que vous appelez, qu'est-ce que vous voulez dire par les communs négatifs ? Je vais donner la parole dans un premier temps à Diego qui va commencer et puis Alexandre qui prendra la suite. Merci beaucoup, merci pour cette invitation. Effectivement, nous on essaye aujourd'hui de travailler au plus près des territoires qui sont engagés non pas seulement dans des processus de transition, mais surtout dans des processus de redirection stratégique de leur politique territoriale. Et ça veut dire donc des territoires qui ont décidé de vraiment s'engager dans des bifurcations, de vraiment poser les bases d'un changement stratégique, ce qui veut dire aussi des arbitrages très forts, notamment des arbitrages en faveur des engagements qu'ils ont pris pour le climat, notamment. Et ça veut dire des bifurcations assez importantes d'un point de vue du renoncement à certaines activités qu'elles ont mises en place. Et c'est vrai que nous, depuis que l'on travaille avec des territoires sur cette notion qu'on essaye de défendre de redirection écologique, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'élus qui nous parlent très souvent de la sacro-sainte attractivité. C'est devenu un peu l'argument
cache tout, c'est-à-dire qui est mobilisé, convoqué à chaque fois qu'il y a besoin de justifier une politique publique, surtout une politique publique qui est dans les rails de ce qui a été fait depuis à peu près 100 ans. Et c'est très intéressant parce que les élus, lorsqu'on leur demande mais attractivité de qui, de quoi, pourquoi faire, pendant combien de temps, là du coup il y a très peu de réponses réelles. C'est-à-dire on ne sait pas vraiment si c'est une attractivité des cadres, attractivité d'un pouvoir d'achat, attractivité d'un type de population spécifique, d'une sociologie particulière. Est-ce que c'est une attractivité de flux financiers ou de personnes? Pourquoi faire aussi? Est-ce que ce sont des relations purement consuméristes, économiques, ou est-ce qu'il y a d'autres quêtes de relations qui sont derrière? Bref, l'attractivité en fait est devenue un mot mobilisant beaucoup de choses, beaucoup de justifications, mais dès qu'on gratte un petit peu, en fait, on se rend compte qu'il y a peu de choses. Et il y a quelque temps, il y a un célèbre architecte britannique qui avait intitulé sa conférence de la manière suivante. Il disait « La technologie est la solution, mais quelle était la question ?» Et on pourrait l'adapter en fait à l'attractivité. L'attractivité semble être la réponse à tout, mais finalement, quelle était la question du tourisme? Quelle était la question originelle qui a motivé, à un moment donné, les sociétés modernes, les sociétés urbanisées, les sociétés occidentales, à faire le choix majeur, parce qu'aujourd'hui, justement, ils structurent la vie économique d'un très grand nombre d'organisations, avec des dépendances énormes en termes de trajectoire professionnelle, de dépendances économiques, en termes de revenus, de plein de choses. Et qui a, en fait, à un moment donné, fait qu'il y a eu cette invention assez étrange qu'est le tourisme. Du coup, nous, on voudrait justement poser les bases d'une réflexion peut-être qui va au-delà de cette question et de l'attractivité, et y compris même de la notion de tourisme à la lumière des enjeux actuels. Et donc, principalement, au niveau justement de cette attractivité, avant de laisser la parole à Alexandre, finalement, qu'est-ce que t'en dis? L'attractivité, c'est ce qui peut poser problème? Est-ce que ça veut encore dire quelque chose? Est-ce que ça a amené les territoires finalement à avoir tous la même stratégie? Oui, exactement. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'attractivité a fait en sorte que les territoires, moi je suis convaincu de ça, se sont mis dans une trajectoire à chercher des tactiques plutôt que des stratégies, c'est-à-dire des tactiques souvent de mimétique, souvent de reproduction d'un certain nombre de recettes qui marchent relativement bien, avec voilà, les grands paradigmes qui ont structuré le tourisme de masse, et pas que de masse d'ailleurs, même le tourisme durable, c'est-à-dire un équipement phare, pour des événements de masse assez conséquents, avec une activité souvent culturelle, annexée à aussi une activité plutôt écolo, etc. aujourd'hui. Donc ça fait que les territoires n'ont plus de spécificité dans leur stratégie, et en plus qu'elles mettent en place des stratégies qui sont aujourd'hui fondamentalement obsolètes sur le plan des limites planétaires et des engagements climatiques. Ok, merci Alexandre. Qu'est-ce que tu voulais rajouter par rapport à ça? On a parlé de cette notion de commun négatif là, qui m'a interpellée quand on en parlait, entre autres, mais commencer aussi par l'attractivité. Oui, effectivement. Alors, l'idée de commun négatif, elle renverse un petit peu la conception des communs traditionnels, sur lesquels je vais revenir rapidement, qui a notamment été portée par première femme prix Nobel d'économie, même s'il n'y a pas exactement un prix Nobel d'économie, mais la Banque de Suède, Elinor Ostrom. L'idée de commun, elle est relativement simple. C'est l'idée qu'il y a des ressources qui sont gérées par des collectifs, par des communautés qui se donnent des règles de gouvernance démocratique pour les gérer. Donc l'exemple classique, c'est un pâturage au Moyen-Âge. Il s'agit de savoir comment est-ce qu'on ne va pas épuiser finalement la ressource. Et cette idée de ne pas épuiser la ressource, à quelles conditions on peut ne pas l'épuiser, effectivement, ça peut faire écho à certaines problématiques qui sont celles du tourisme. Mais c'est une notion aussi qui était très importante au cours des dernières années dans le domaine du numérique, notamment avec le logiciel libre, les communs numériques, type Wikipédia, etc. Moi, j'essaie de repenser cette notion à l'aune justement du franchissement en cours des limites planétaires et de me demander finalement que deviennent les communs à l'heure de l'Anthropocène, à l'heure des bouleversements climatiques. Et finalement, on renverse un peu la problématique. C'est plus simplement savoir comment est-ce qu'on évite que des ressources soient accaparées et à quelles conditions on évite qu'elles soient accaparées et on les fait durer. Mais c'est plutôt savoir comment est-ce qu'on hérite d'un certain nombre d'éléments
qu'aujourd'hui, on sait ne pas forcément pouvoir maintenir, parce que ce n'est pas une bonne idée ou parce que tout simplement les conditions demain vont changer et donc on ne pourra pas, même si on le souhaite, les maintenir. Donc qu'est-ce qu'on fait de cet héritage-là ? Qu'est-ce qu'on fait d'infrastructures, par exemple ? Tu parlais d'aménagement tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait de ces infrastructures qui finalement sont adaptées à un autre monde, à d'autres futurs, à des futurs peut-être obsolètes, comme le titre de la table ronde nous invite à y réfléchir, et non pas aux futurs qui vont être les nôtres aujourd'hui, qui ne ressemblaient pas aux futurs qu'on pouvait projeter ou imaginer il y a encore des décennies ou des années. Donc ça, effectivement, c'est un changement de paradigme très important, c'est une bifurcation très importante. Donc comment est-ce qu'on hérite de ces réalités-là ? Certaines, elles sont assez clairement identifiées comme étant des infrastructures non durables, qu'on ne pourra pas maintenir, que c'est une très mauvaise idée de maintenir. Et d'autres, par contre, effectivement, elles ont encore l'air d'être à peu près viables. D'ailleurs, on peut parler d'infrastructures, mais on peut parler aussi de modèles qui peuvent être aussi des communs négatifs. Et peut-être que justement, cette fameuse attractivité, c'est aujourd'hui un des communs négatifs dont les collectivités héritent en matière justement de pilotage de leur activité concernant le tourisme et concernant aussi leur positionnement. Et il faut peut-être aussi en hériter pour s'en défaire et imaginer d'autres trajectoires. Et finalement, cette insistance sur la tactique que représente peut-être cette notion d'attractivité nous oblige aujourd'hui à nous tourner vers des enjeux beaucoup plus stratégiques, parce qu'en plus, dans la perspective de l'attractivité, tous les territoires ne peuvent pas être vainqueurs. Donc on a quand même un modèle qui implique qu'il y ait des territoires qui soient perdants. On le vend à tout le monde, et dans ce cas-là, on vend à tout le monde un modèle qui met les clients à qui on le vend en concurrence les uns contre les autres et qui crée des perdants. Et quand on a des perdants, on leur revend à nouveau justement les éléments pour essayer de s'en sortir. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose là qui est vicié, qui ne correspond plus au temps que nous vivons, et que donc peut-être qu'il est temps d'en hériter autrement pour imaginer d'autres futurs, d'autres trajectoires. Ok, donc on va rester un petit peu avec toi. J'imagine qu'effectivement, tenir ce type de discours à des territoires, c'est compliqué, quoi, parce que territoire qui a fondé toute sa dynamique sur un modèle dont vous, en fait, que vous déconstruisez finalement, c'est pas forcément simple. Dans vos travaux, vous parlez en fait d'une notion qui s'appelle le renoncement. Alors j'aimerais savoir un petit peu ce que vous entendez par là. Vous allez intervenir tous les deux aussi là-dessus. Finalement, moi, ma question, c'est qu'est-ce qui peut amener un territoire à un moment donné à décider de renoncer, quoi ? Qu'est-ce qui va être l'élément déclencheur pour arriver à ce renoncement ? Finalement, il doit renoncer à quoi aussi ? C'est renoncer, mais on renonce à quoi ? Vous parlez aussi tous les deux, et j'ai noté aussi ça, de dépendance. En fait, comment identifier en fait les dépendances d'un territoire ? Ça me paraît intéressant parce que on parle souvent d'indépendance et peu de dépendance. Et dépendance à quoi ? Vous parlez aussi de votre fameuse fresque du renoncement. Et là, voilà. Et donc ça, c'est plutôt Diego qui en parlera par la suite. Et moi, ce que je voudrais, c'est effectivement savoir un petit peu, est-ce que c'est une méthode ? Est-ce que ce sont des outils ? Qu'est-ce que c'est ? Donc voilà. Donc on va continuer avec toi, Alexandre, sur cette notion de renoncement. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que ce qui caractérise, pourrait-on dire, la redirection écologique par rapport à d'autres approches comme la croissance verte, le développement durable ou autre, c'est qu'il ne suffit pas d'accoler l'épithète vert ou durable à des réalités existantes, tourisme durable, infrastructure durable, alimentation durable, déplacement durable, mobilité durable ou mobilité verte, etc., pour résoudre les problèmes qui sont les nôtres. Et plus fondamentalement, il y a cette idée que finalement, on ne peut pas tout maintenir. On ne peut pas espérer en conscience tout maintenir simplement en misant sur des notions comme l'efficience, le développement des technologies pour faire la même chose mais en mieux demain, et en espérant par ailleurs se protéger notamment des effets rebonds qui font que souvent quand on fait mieux, on fait beaucoup plus et qu'au final on est perdant. Bon. L'idée de redirection écologique, c'est-à-dire si on ne peut pas tout maintenir, à quelles conditions effectivement on pose des renoncements qui vont être nécessaires, mais qui ne doivent pas être des renoncements ou des fermetures simplement brutales. Ce n'est pas fermer une usine quelque part pour délocaliser ailleurs et maximiser ses profits. C'est pas cette logique-là. On parle parfois d'ailleurs de la bonne fermeture qu'on essaye de mettre en place. Donc comment est-ce qu'on prend soin de ce que l'on doit fermer et quelles conditions on peut imaginer pour opérer des renoncements dans de bonnes conditions, justement, de bonnes circonstances. Alors moi, j'ai en tête, par exemple, 3 critères
pour penser justement ces renoncements. C'est vraiment une indication, hein, il faut aller plus loin et le développer, mais ça donne un petit peu une idée des enjeux à mettre en place. C'est d'une part que ces renoncements soient des renoncements anticipés et non pas réalisés au dernier moment. Voilà, c'est l'idée aussi qu'on évoquait tout à l'heure de la stratégie. Finalement, avoir une stratégie, c'est aussi se redonner la capacité d'anticiper et de ne pas agir au dernier moment. Alors je pourrais dire planifier, mais la planification, c'est un mode d'anticipation parmi d'autres. Il en existe évidemment bien d'autres. Le deuxième élément, c'est comment est-ce qu'on réalise des renoncements qui soient démocratiques et non pas des renoncements qui soient autoritaires. Et ça, évidemment, c'est un point très important. Et les deux points précédents sont liés. C'est-à-dire, plus on attend, plus les renoncements se font au dernier moment, plus ils sont évidemment autoritaires parce qu'on n'a pas le temps de mettre les formes, on n'a pas le temps de mettre en place des processus démocratiques. Et le dernier point qui peut être le plus important et qui permettra de passer la parole à Diego, c'est le point qui concerne le caractère, ce que j'appelle l'absence de brutalité, la non-brutalité de ces renoncements. C'est-à-dire comment est-ce qu'on met en place des renoncements qui soient non brutaux, qui tiennent compte finalement des attachements des personnes qui sont liées justement à ce à quoi il va falloir renoncer. Donc, par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui est tenancier ou tenancière d'un hôtel dans une station touristique, on dit que demain, peut-être à un endroit, on ne pourra plus avoir de tourisme, ce ne sera plus possible ou plus viable. Dans ce cas, que devient cette personne? On ne peut pas simplement en faire un problème privé. Bon, elle se débrouille, elle trouve une autre activité, elle a développé des compétences tout au long de sa vie et donc elle va surnager dans le marché du travail. Non, il faut imaginer effectivement des mécanismes pour comprendre ces attachements, leur nature. Parfois, ils sont visibles. Là, c'est un exemple très visible. Parfois, ils sont beaucoup plus souterrains et beaucoup moins visibles. Et quels mécanismes on met en place dans ce cas-là pour mettre en place des formes de solidarité qui vont permettre de créer des filets de sécurité finalement pour ces personnes qui vont faire face à ces renoncements. Sinon, effectivement, on se retrouve dans la situation qui était celle des Gilets jaunes. On avait des attachements non voulus, notamment à la mobilité, à la voiture, de personnes qui prenaient leur voiture, je sais pas, 1 heure, 2 heures par jour pour se déplacer, qui ne pouvaient pas changer finalement de mode de transport pour des raisons évidentes. Et puis, voilà, ces attachements étaient mis en cause et ça a suscité une révolte très importante. Donc, cette question, effectivement, la cartographie des attachements, elle est absolument nécessaire pour ce troisième critère qui est d'opérer des renoncements non brutaux. Et alors comment, peut-être que c'est toi Diego qui va en parler, ou peut-être je sais pas, mais justement comment on fait? Parce que ok, ça c'est des idées, enfin voilà, c'est une volonté, c'est une idée, c'est un parti pris, on va dire, mais concrètement on fait quoi? Comment on fait pour identifier d'ailleurs les zones de renoncement? Comment on s'en sort? Alors justement, ce qui est intéressant aujourd'hui avec l'époque actuelle, c'est que ce n'est plus uniquement une position conceptuelle ou théorique, c'est vraiment une demande de plus en plus féconde, alors encore restreinte, petite, mais qui est de plus en plus présente. Donc c'est des territoires qui se tournent vers nous, parce que comme nous, on a mis un peu les pieds dans le plat, hein, on a dit voilà, tout ne peut pas être maintenu, la technologie ne sauvera pas tout ne pourra pas être transitionné, comme l'a bien expliqué Alexandre, il va falloir renoncer à certaines choses. Sauf qu'à partir de là, une fois que tu as dit ça, là aussi, imaginez une culture de l'élu, de l'administration publique, mais aussi des organisations privées, qui ont été très bonnes pour ouvrir des choses, pour innover, pour produire des nouveaux futurs, innover, ouvrir des choses, inaugurer des choses, etc. Les élus savent très bien inaugurer, mais ils savent très mal fermer, typiquement. Là, récemment, on a eu une communauté de communes qui nous a appelés, nous a dit voilà, on est tous hyper écolo, on a gagné la Comcom, et là, premier dossier qu'on doit traiter véritablement structurant pour le territoire, c'est le golf. Qu'est-ce qu'on fait du golf? Alors, on est écolo, on a promis qu'on allait faire quelque chose de ce golf, et en fait, on ne sait pas quoi faire de ce golf, on ne sait pas comment le fermer. On ne sait pas quoi faire de ce golf, quelle est la fonction nouvelle de ce golf, qu'est-ce qu'on va faire des gens qui étaient attachés à ce golf, les clubs, les gens qui jouent au golf, les jardiniers, les gens qui font la maintenance de la route, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ce golf? Et ils étaient très préoccupés, parce qu'ils disaient, si nous, mairie, écolo, convaincus par tous ces enjeux, alignés complètement sur la redirection écologique, on n'arrive même pas à démontrer qu'on arrive à fermer un golf, je pense que ça va être compliqué de défendre l'écologie sur les dossiers qui suivent.
Et donc, typiquement, nous, ça nous intéresse ce type de problématique parce qu'on veut accompagner les territoires, les élus, les organisations publiques et privées qui sont prêtes à mettre les mains dans le cambouis de cette question du renoncement, mais qui ne savent pas le faire. Et là, il y a plusieurs éléments qu'il faut mettre en place. Nous, on a conçu, avec Victor Écremant, une fresque qui s'appelle la fresque du renoncement, qui est en fait la version grand public d'un outil qu'on a en interne, qui est notre outil d'accompagnement avec les organisations, pour bien fermer les choses, bien renoncer aux choses. Et surtout, bien penser des réaffectations, des redirections stratégiques de pans entiers d'activités. Et donc la première chose que l'on fait dans cet outil, dans cette procédure, c'est faire une enquête sur justement ces dépendances, ces attachements. Parce qu'en fait, ce qui est très intéressant, c'est que les activités, notamment du tourisme, aujourd'hui, vont devenir extrêmement vulnérables aux différents chocs qui vont arriver dans les prochaines années. Non pas seulement des chocs écologiques, des situations climatiques, écologiques, des critiques qui sont là déjà, palpables, comme dans le terrain que notre collègue Emmanuel Bonnet investit depuis plusieurs années sur les stations de moyenne montagne, qui, elles, voient l'effondrement. Là, c'est vraiment un effondrement au sens pur et parfait du terme. Et donc qui, du coup, sont complètement désarçonnés pour bâtir des nouvelles stratégies. Donc la première chose à réaliser, c'est une enquête sur quelles sont les dépendances matérielles en termes de matières premières, les dépendances fossiles, presque les vulnérabilités, même avec la question de l'Ukraine et de la Russie, les vulnérabilités géopolitiques d'un secteur d'activité comme celui du tourisme, pour pouvoir montrer que les organisations du tourisme sont des organisations potentiellement sentinelles du changement climatique. Et donc, qu'il faut se préparer à ces vulnérabilités, à ces chocs qu'il va y avoir. Et plus en amont, on aura cartographié tous ces réseaux de dépendance matérielle, fossiles, gazifiés, etc., et en termes de mobilité, etc., à cela, plus on va pouvoir anticiper et plus il y aura une prime à celui qui aura anticipé ces choses-là. Donc dépendance dans le sens, j'ai une activité, cette activité implique que j'utilise un carburant, enfin, si on prend cet exemple-là, donc je suis dépendant de ça. Qu'est-ce qui arrive si jamais on n'a plus ce carburant ou on n'a plus cette énergie, quelle qu'elle soit, c'est ça en fait. Bien sûr. C'est ce type de dépendance. Ça. Exactement, c'est toutes les dépendances matérielles, écologiques, en termes de matières premières. Parce qu'en fait, le tourisme, malgré toute cette image un peu virtuelle, immatérielle, culturelle qu'elle véhicule, il y a toute une matérialité derrière qu'il faut jamais oublier en fait, parce que pour faire tenir, ne serait-ce qu'un événement comme celui-là, il faut des tonnes d'acier, d'aluminium, de ciment, de bois, etc., pour qu'on soit présent nous. Donc ça, c'est la première chose, c'est révéler cette immatérialité. Et ça, dès qu'une organisation comprend toute l'immatérialité sur laquelle elle est assise et qui aujourd'hui est prête à imploser de tous les côtés, soit géopolitiquement, soit par les questions énergétiques, etc., ça permet en fait de mieux appréhender les risques d'une mauvaise stratégie. La deuxième chose, c'est enquêter sur les attachements des personnes en fait à ces entités. Parce que dans le tourisme, comme dans les équipements sportifs, par exemple, comme dans les équipements culturels, qui sont les grands pans de difficultés stratégiques pour les organisations, il y a des gens qui vivent de ça. Une piscine municipale dans une ville, c'est le principal équipement qui consomme de l'énergie. Le tourisme emploie des milliers de personnes, des hôtels, des activités économiques directes et indirectes. Qu'est-ce qu'on fait de ces acteurs-là ? Nous, on pense que plutôt que de dire qu'il n'y a pas de problème, on part de ce problème et voir quels sont les attachements que l'on sacralise, qui sont impossibles à défaire parce qu'ils sont trop importants, parce que socialement, c'est un plancher social, on pourrait dire, absolument infranchissable. Mais vraiment, posons-nous la question de ce qui est sacré dans tout ça et ce à quoi on est prêt à renoncer. Et effectivement, une fois que l'on a bien cartographié les réseaux de dépendance, les revenus qui se perdraient lorsqu'il y a une bifurcation, tout ça, ça clarifie le jeu et au moins ça pose la base de qu'est-ce que ça coûterait un renoncement réel à une activité touristique, à un équipement touristique de grande échelle, à un événement de masse touristique, etc., etc.
Est-ce que vous avez déjà, à l'heure actuelle, des exemples de lieux touristiques, de stations qui ont fait cette démarche et qui se disent, bon, ok, on arrête le tourisme ou on bifurque dans le cadre du tourisme parce que j'imagine qu'ils ont identifié d'autres voies de sortie. Est-ce que vous avez des exemples par rapport à ça? Oui, il y a plusieurs aujourd'hui territoires petits pour l'instant, parce que les grands territoires sont tellement dépendants, tellement investis dans les infrastructures, typiquement dans les stations de ski, typiquement. C'est là où aujourd'hui, c'est pour ça qu'on parle d'organisation sentinelle, parce qu'elles sont là en train de vivre ce que beaucoup d'autres secteurs vont vivre dans les prochaines années. Il y a une petite minorité qui a décidé qu'il fallait faire des bifurcations et donc démanteler typiquement les stations de ski, parce que ce n'est pas juste en mettant des petites roues sous les skis et en faisant du ski d'été qu'on résoudra l'équation. Parce qu'en plus, si tu renonces uniquement au ski d'hiver sans renoncer au tourisme de masse, d'un point de vue écologique et climatique, ça n'a pas non plus un grand sens total, quoi. Donc il y a une minorité de petites stations, notamment, de moyenne montagne, qui vivent cet effroi catastrophiste, qui sont également prêtes à repenser l'attracteur fondamental de manière indépendante, parce qu'elles ont compris qu'à un moment donné, ce n'est pas ces territoires-là qui ont choisi de se lancer dans une optique touristique. C'est pour ça que je parlais de la question originelle. Et cette question originale, elle n'a jamais été donnée au territoire. En fait, quand tu explores, quand tu enquêtes avec ces territoires, ils vous disent, non, on ne sait pas trop pourquoi, mais on l'a fait. Et chaque maire, chaque élu, chaque fédération d'entreprise s'est lancé dans ce sillage, a continué à creuser le truc. Et donc, c'est des territoires qui font une sorte de recette identitaire et qui disent, on va revenir à la question essentielle de qui nous sommes, qu'est-ce qu'on veut que notre territoire, à quoi notre territoire veut ressembler. Et ensuite, à partir de ça, quelles sont les hospitalités qui vont venir s'insérer dans ce que nous sommes, et pas l'inverse, pas penser l'hospitalité comme une base de clients, par exemple. Justement, on va revenir à cette notion d'hospitalité. C'est intéressant ce qui est dit ici, parce que ça me permet il y a quelques années, en fait, je pense encore ça existe de temps en temps. En fait, le tourisme, c'était la solution, quoi. Qu'un territoire qui avait plus rien, il développait le tourisme. C'est un développement subi. On n'a plus rien, bon, on fait du tourisme. Et c'était compliqué, effectivement, même à l'époque, de dire, mais attendez, le tourisme, si vous voulez qu'il se développe dans de bonnes conditions, il faut qu'il s'appuie sur un autre terreau. Ça va pas résoudre tous les problèmes, première chose. Et puis autre chose, c'est que finalement, tous les territoires ne peuvent pas être touristiques, et tous les territoires n'ont pas vocation à être touristiques. Donc pourquoi aller automatiquement dans ce cadre-là? Tu as donné des exemples dans la montagne. Est-ce que vous avez des exemples en milieu littoral, lacustre ou autre? Alors justement, en fait, au niveau international, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Par exemple, le mont Uluru en Australie, qui a décidé de renoncer à plus de X millions de dollars d'activités touristiques par an, au motif que le mont Uluru, qui est ce site absolument incroyable en plein centre de l'Australie, était un site sacré pour les aborigènes. Et donc, pour des raisons de problèmes de gestion cosmologique, presque, des attachements des communautés, elles ont décidé par elles-mêmes de penser une autre stratégie où, effectivement, pour l'instant, il y a un renoncement considérable à des millions de dollars qui étaient injectés par des gens qui venaient gravir ce mont, etc. Maintenant, le mont, tu ne peux plus y accéder parce qu'il est redevenu sacré. Et donc, il y a une autre forme d'échange qui est fait, cette fois-ci, avec ce n'est plus un tourisme, mais c'est véritablement des nouvelles stratégies de coalition avec des acteurs, par exemple de la recherche, de l'ethnographie, des visites de d'autres communautés qui se sont instituées, qui font des demandes presque diplomatiques à la communauté pour dire oui, venez sur le site, on va vous expliquer ce que ce site représente. Donc des relations beaucoup plus durables peut-être, beaucoup plus restreintes. Mais ça veut dire, bien évidemment, renoncer à quelque chose. Mais comme pour eux, c'était tellement fort d'empiéter sur un endroit sacré,
qu'elles ont décidé qu'il y avait quelque chose de faisable. Un autre exemple, c'est Saint-Domingue. Saint-Domingue, aujourd'hui, est dans une position très intéressante parce que, imaginez, Saint-Domingue, quand même, la pointe du tourisme hors sol, extractiviste, etc., voit bien, c'est exactement comme avec la neige. Saint-Domingue, c'est pas parce qu'ils n'ont pas de neige qu'ils n'ont pas le même type d'effondrement avec la problématique des algues. Ils ne peuvent même plus, aujourd'hui, stabiliser ce problème-là. Et donc, ils sont dans une course aujourd'hui à trouver des réponses très urgentes à comment stopper les afflux de tourisme aujourd'hui. Et donc, il y a toute une stratégie de redesign de qu'est-ce qu'on va accepter maintenant, quelle quantité est la quantité optimale de touristes que l'on veut, est-ce que au blocage complet ou pas des nouveaux complexes hôteliers, démantèlement de certains par vétusté, mais du coup aussi pour libérer des espaces sauvages pour permettre le truc. Donc une vraie stratégie de décroissance touristique assumée, et y compris assumée par certains secteurs du business hôtelier à Saint-Domingue. Voilà, il y a des exemples un peu partout dans le monde qui sont intéressants à suivre et à documenter, parce qu'elles montrent bien que ces cas-là sont des cas où on gère le truc un peu dans l'urgence, comme l'expliquait Alexandre. Et toute la question est de savoir comment mieux anticiper pour éviter des gestions dans l'urgence. Donc c'est vrai que c'est pas uniquement une question finalement de démarketing. On n'est pas uniquement sur de la communication ou du marketing. C'est vraiment, on revoit le développement d'une autre façon, comme tu le disais, location, on démolit, on retrouve en fait des espaces naturels pour faire vraisemblablement autre chose. Donc on voit bien que sur les deux premières questions qu'on s'est posées, dans un premier temps, en fait, on déconstruit un petit peu les choses. Ensuite, on essaye avec la fresque des renoncements de bâtir les exigences, un certain nombre d'exigences. Donc ça veut dire qu'effectivement, on arrive à un post-tourisme. Et vous m'avez parlé de coalition, non, de design de coalition, de comment on pourrait designer des nouvelles hospitalités. Tu as commencé à en parler. Je voudrais que vous en disiez un petit peu plus pour savoir ce que ça veut dire tout ça. Oui, alors je vais laisser Diego présenter le design des coalitions, mais dire déjà que les enjeux dont on est en train de parler maintenant, on pourrait se dire que finalement, à la fois, ils concernent évidemment les acteurs du tourisme, les collectivités, etc., mais d'une certaine manière, ce sont des enjeux trop massifs. Et donc, l'illusion ou l'erreur, ce serait de se dire, finalement, ça concerne le secteur en entier, donc ça ne nous concerne pas nous directement. Comme une entreprise qui serait confrontée à une bifurcation de son secteur, se dirait, c'est pas mon problème à moi immédiat, mon problème, ce sont mes concurrents. Et une collectivité, une métropole pourrait se dire ça aussi, j'ai mes concurrents à gérer, j'ai d'autres collectivités à gérer sur le dos. Donc, j'ai finalement des échéances à très court terme qui ne sont pas celles-ci. Et donc, pour arriver à se réapproprier finalement cette dimension stratégique, parfois il y a un enjeu qui est justement de sortir pour les entreprises des limites des organisations, pour les collectivités des limites justement des problèmes qu'elles traitent habituellement. Et là, il y a parfois un manque justement en interne de capacité à adresser ces questions-là, à adresser ces problèmes-là. Et donc, une des réponses possibles, c'est de dire comment est-ce qu'on fait pour travailler à l'échelle d'un secteur, à l'échelle d'une filière dans d'autres domaines, justement pour pouvoir adresser ce type de questions, ce type de problématiques. Et donc pour les collectivités, ce qui est intéressant, c'est que finalement, toutes les collectivités aujourd'hui, et tu l'as très bien dit, si on leur a vendu tout le fait de devenir des collectivités touristiques, à un moment donné, le secteur s'épuise, elles sont toutes en concurrence, c'est pas une bonne idée. On voit bien qu'il y a un problème pour elles. Donc si elles rencontrent les mêmes problèmes individuellement, est-ce qu'il y a matière à ce qu'on leur vende les mêmes stratégies et les mêmes solutions qu'elles vont mettre en œuvre? Mais si elles les mettent toutes en œuvre, ce ne sont plus des stratégies, ce ne sont plus des solutions. Une stratégie, c'est pas ce que tout le monde fait. C'est pas le mimétisme qu'évoquait Diego tout à l'heure. Une stratégie, il y a quand même justement quelque chose qui est spécifique à une situation, à un territoire, etc., à une problématique donnée. Donc, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que des collectivités qui se posent les mêmes questions, finalement, se mettent ensemble pour trouver des réponses qui permettraient justement de sortir de cet effet de
concurrence qui les mine par ailleurs. Donc comment est-ce qu'on peut arriver à adresser la question à un niveau supérieur qui les implique toutes? C'est, je dirais, le premier pas vers un design de coalition ou de regroupement en tout cas, pour se réapproprier ces enjeux stratégiques-là et commencer à y travailler, parce que sinon on est dans une situation paradoxale où les questions les plus pressantes, qui sont des questions extrêmement concrètes comme on l'a vu, parce que c'est pas que des questions théoriques, c'est des questions très très matérielles, très très concrètes, et bien finalement échappent peu ou prou à l'ensemble des acteurs aujourd'hui qui sont les organisations et les collectivités. Donc comment est-ce qu'on arrive à contourner cette situation pour leur permettre d'y travailler? Là effectivement il y a beaucoup de travail à faire. Donc coalition entre plusieurs territoires finalement aussi. Fait. On agrandit en fait le territoire et on arrive à cette fameuse notion là de design de l'hospitalité. Et un autre point là, il faut vraiment que tu nous éclaires là-dessus parce qu'à un moment donné, tu me dis quand on discute, finalement, il faudrait peut-être même plus parler de tourisme. Donc là, il faut parce qu'on est quand même dans une enceinte où on parle de tourisme depuis 2 jours. Donc je veux avoir ton avis par rapport à tout ça. Oui, moi je pense qu'en fait, il ne faut pas avoir peur de renouveler nos réflexes sémantiques et ne pas être prisonnier d'un certain nombre de prérequis. Par exemple, le tourisme, justement, on va lui adjoindre simplement des nouveaux qualificatifs, durable, innovant, responsable. On a toute une ribambelle déjà prête à l'emploi. Ça ne marchera pas. Il faut en fait remettre en question l'idée qu'il y a un tourisme, c'est-à-dire une universalité de la stratégie touristique, une tendance, là aussi, uniciste à chercher des grandes échelles. Ça, il faut renoncer à ça. Et surtout, il faut bâtir des spécificités, y compris dans le cas où on renonce à des choses du tourisme, de registre du tourisme, c'est-à-dire de l'activité économique, de ce que l'on montre, ce que l'on ne montre pas, ce que l'on fait des gens avec qui on deal cette hospitalité, etc., etc. Donc moi, je pense qu'on a tout intérêt à quitter joyeusement, pas dans le défaitisme ou pas uniquement pour le geste spéculatif, mais à quitter la notion de tourisme pour inventer d'autres choses qui sont encastrées dans l'expérience des territoires eux-mêmes, des territoires, en coalition non seulement avec d'autres territoires. Moi, j'aime bien cette idée que des communautés autochtones du Mont Uluru qui, en fait, bâtissent des nouvelles diplomaties de rencontres où on va inviter d'autres communautés pour des raisons qui sont vraiment travaillées ensemble. Et c'est pas juste, pouf, j'ai envie d'aller visiter un truc et donc je le visite comme je consomme. En fait, il y a une relation presque anthropologique à la visite, à rendre visite. D'ailleurs, c'est intéressant parce que la visite est devenue visite dans l'absolu. C'est jamais visite de quelqu'un, de quelque chose profondément, d'une tradition que tu vas rencontrer. La vraie notion de visite, moi je trouve, ou de voyage, etc., c'est une notion qui te met au risque de te changer, de te faire bifurquer dans ta propre existence. Donc ce n'est plus la simple accumulation d'expériences, etc. C'est quelque chose qui te met en risque. Donc du coup, tu n'as pas besoin en fait d'accumuler de l'expérience touristique, par exemple. Donc il y a toute une réflexion à avoir sur ces questions-là. Donc des coalitions avec le vivant aussi, parce que le but, c'est de bâtir des nouveaux attracteurs pour toutes ces stratégies dont on parle. C'est-à-dire, c'est quoi, en fait, aujourd'hui, une hospitalité basée sur le milieu écologique, c'est-à-dire sur la conditionnalité que te permet les milieux écologiques, que te permettent les milieux écologiques. Ça veut dire, qu'est-ce que te disent les espèces d'un endroit, les espèces vivantes, les espèces forestières, sur leur habitabilité, sur leur régime de subsistance, etc. Qu'est-ce que ça veut dire de faire des coalitions avec les représentants des milieux vivants? Typiquement, des géologues, des géomorphologues, des écologues. Ça, typiquement, c'est des publics qui ne sont jamais dans les coalitions classiques du tourisme, où tu as uniquement l'office de tourisme, les élus de base, le secteur hôtelier, etc. Pourquoi il n'y a pas, par exemple, la recherche en climat, en géomorphologie, qui étudie la disparition des glaciers, qui vient dire voici l'orientation stratégique qui peut être intéressante pour les politiques d'hospitalité d'un territoire. Et ensuite, enfin, des coalitions démocratiques, comme l'a dit Alexandre, parce que ça c'est très, très important. Il faut réencastrer, si on veut garder le tourisme, pas de problème, mais en tout cas les dynamiques post-touristiques dans des formats
démocratique, parce que le tourisme n'est jamais sorti d'un format démocratique. L'histoire et l'invention du tourisme te permet, c'est pour ça que c'est toujours important que les élus, que les acteurs s'intéressent à l'histoire de leur objet, parce que ça, c'est une invention, comme on l'appelle au sens des sciences sociales. Il y a eu une invention, à un moment donné, il y a quelque chose qui est sorti et qui n'a jamais été négocié, qui n'a jamais été discuté par les acteurs. Et je suis sûr que si on réencastrait ça dans des formats démocratiques ad hoc, on pourrait déterminer véritablement des trajectoires beaucoup plus intelligentes pour l'avenir du post-tourisme. Donc ça veut dire, en fait, c'est une posture politique à avoir pour rentrer en fait dans cette démarche-là. C'est avant tout une posture politique. Oui. Oui, et sachant qu'en plus de ça, ça implique bien évidemment qu'il y aura des pertes nettes, des pertes nettes. Nous, on pense qu'il faut assumer aussi que dans cette bifurcation complète qu'il va falloir faire en 3 ans, hier, la nouvelle temporalité, c'est 3 ans. On pensait qu'on avait 20 ans, mais non, en fait, on a plus de 3 ans. Donc en 3 ans, il faut le faire. Donc en 3 ans, ça veut dire aussi mettre en place des systèmes assurantiels pour les acteurs qui vont subir des grosses perturbations dans le tourisme. Et ça, je pense que c'est très urgent de bâtir ça. En creusant là-dessus, ça veut dire quoi ça ? Par exemple, sur cette question effectivement des mécanismes assurantiels, si on se pose la question, on peut se poser la question du renoncement à des réalités existantes, mais on peut aussi se poser la question du renoncement à des projets. Parfois, certains les appellent les grands projets inutiles. Alors, ça cadre déjà le débat, mais on ne sait pas toujours s'ils sont utiles ou inutiles. Et en tout cas, à l'aune de la temporalité que Diego vient d'avancer, effectivement, certains projets, on sait que si on les maintient, ils vont être plus coûteux qu'autre chose en réalité, parce qu'on ne va pas pouvoir les faire perdurer, parce qu'ils vont avoir un coût environnemental qui va être très important. Et donc, on peut se poser la question, par exemple, au plan assurantiel, d'être plutôt dans des logiques de prédiction, de prévision, d'anticipation, en se disant, est-ce que ces projets, finalement, il faut les mener ou non ? Quel va être leur coût in fine, à quelle échéance, et peut-être que dans certains cas, c'est une bonne chose de ne pas les faire advenir. Et dans ce cas, par exemple, est-ce qu'on peut imaginer que le gain à ne pas faire advenir un projet potentiellement nuisible, on peut le réinvestir quelque part ? Donc c'est une étude d'impact ? Ça va plus loin qu'une étude d'impact, parce que c'est des mécanismes derrière, plutôt des filets assurantiels, effectivement, comme le pose Diego. On peut se poser aussi la question, par exemple, ça a été dit, si on laisse un territoire finalement... on le met en valeur par sa capacité de subsistance. Donc ça veut dire que les gens demain vont pouvoir continuer à vivre sur ce territoire parce qu'on ne l'aura pas artificialisé, bétonné ou autre chose. Est-ce que ça n'est pas quelque chose qu'on devrait pouvoir valoriser, qui ne l'est pas forcément aujourd'hui dans la sphère économique, mais qui va avoir de plus en plus, mais son importance, même une importance absolument cruciale. Donc oui, comment et à quelles conditions on fait reconnaître finalement ces éléments-là, alors que ce sont des éléments stratégique de plus en plus important. La capacité, par exemple, d'un territoire en termes de sécurité alimentaire à subsister de ce point de vue-là, c'est une capacité qui va être de plus en plus intéressante, importante, et on le voit effectivement avec la crise, la guerre russe en Ukraine, ça commence à se faire sentir de manière tout à fait directe, évidente. Ce ne sont plus des questions théoriques. Là, la prospective a rejoint le présent très rapidement. Donc voilà, qu'est-ce qu'on met en place ? Parce que là, ce sont des perspectives urgentes. Donc finalement, on revient à ce qu'on se disait tout à fait au début, c'est qu'on a identifié en fait les dépendances d'un territoire, ce qui nous amène justement à la question de dire finalement, quel modèle de subsistance pour ce territoire et comment le tourisme à la limite peut s'intégrer dans ce modèle de subsistance, un petit peu ça ? Oui, et c'est pour ça que les notions d'habitabilité, de subsistance sont intéressantes et mettent des pots de banane intéressants au tourisme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire que le nouvel horizon stratégique des territoires, c'est l'habitabilité, et en même temps ne rien toucher au tourisme. L'habitabilité, ça implique de devoir rebaptiser, rediriger des pans entiers de notre stratégie touristique. Donc, quel est le nord que l'on veut pour un territoire ? Est-ce que c'est défendre le tourisme ? Et aujourd'hui, typiquement, quand tu analyses, par exemple, les plans pluriannuels d'investissement des métropoles, des régions, sur le tourisme, tu as beaucoup plus d'argent que sur des projets d'habitabilité, typiquement. Habitabilité dans le sens capacité à pouvoir vivre là où on va. Exactement, c'est-à-dire assurer les conditions minimales d'existence, d'alimentation, de ressources en eau, etc. Mais ça, c'est typiquement les territoires qui aujourd'hui se posent ces questions de renoncement et de fermeture. Nous, on a une région qui est venue nous voir et nous dit, voilà, on a des problèmes avec les piscines individuelles. On sait qu'en 2050, on a 6 à 8 mois de stress hydrique. On sait que les piscines individuelles sont intenables en 2050. On le sait.
sauf qu'on ne sait pas comment faire pour fermer les piscines individuelles. C'est très compliqué, il y a 15 000 personnes qui bossent pour les piscines individuelles, et des importateurs, des liquidateurs, des plombiers, des aménagistes. Qu'est-ce qu'on fait? Donc là, typiquement, sur un dossier comme celui-là, on a 20 ans pour programmer la fin des piscines individuelles, qui est un micro-dossier dans tous les dossiers de la transition écologique. Mais ce qui est intéressant avec ces acteurs, c'est qu'ils ont compris qu'il vaut mieux le faire dès maintenant, parce qu'en galère à la dernière minute, ça va être sûrement beaucoup plus catastrophique. Peut-être un point aussi, je crois qu'on arrive au bout pour peut-être terminer de mon côté, mais il faut aussi croiser les enjeux. C'est-à-dire que là, on a beaucoup parlé du tourisme, mais quand on parle du tourisme, évidemment, on parle de la mobilité. Quel est l'avenir de la mobilité? Est-ce que c'est un avenir constant ou alors il y a des bifurcations qui vont intervenir? Quel est l'avenir de la construction? Pareil, est-ce que c'est un avenir constant ou alors il va falloir basculer vers une autre économie, par exemple de la rénovation et de la réhabilitation, de la maintenance, etc., etc. Donc c'est pas le tourisme comme un élément isolé, c'est-à-dire que lui-même, en fait, en termes de dépendance, dépend d'autres secteurs qui vont eux-mêmes connaître des bifurcations très importantes. Donc c'est tout ça qu'il faut aujourd'hui factoriser. Arrêter de fonctionner en silo. Alors moi, par rapport à ce que vous avez dit, je vous entendais parler, je me dis, mais finalement, il y a pas un secteur, un outil qui existe. C'est l'outil des PNR. Les parcs naturels et régionaux, dans leur philosophie, il y a de la préservation, je fais attention effectivement aux habitants, je fais en sorte que les habitants puissent rester. Il y a un développement touristique qui est a priori organisé et rationalisé pour justement ne pas aller à l'encontre de ça. Donc c'est quoi? C'est un des modèles qui répond à ce que vous dites là ou non? Est-ce que vous avez déjà travaillé notamment même avec des PNR qui pourraient être là-dedans? Typiquement, les petits territoires qui aujourd'hui renoncent et qui veulent bien démanteler leur station de ski sont souvent annexés à des parcs régionaux ou nationaux qui leur donnent en fait un futur possible, tangible, rapidement et avec déjà une vraie stratégie éprouvée depuis des années, etc. Après, c'est une tactique parmi d'autres, parce que encore une fois, il y a eu des critiques à un moment donné sur la mise sous cloche de la nature par ces parcs régionaux. Donc, c'est pas forcément la seule option dans un cadre d'habitabilité où justement il faut que nos centres urbains se démétropolisent, et ce qui veut dire aussi reterritorialiser des espaces ruraux et autres. Donc, dans ce cas-là, est-ce que c'est une question compliquée, mais oui, ça fait partie d'une stratégie d'adaptation. C'est concomitant d'ailleurs. Il y a un livre qui est sorti là-dessus aux États-Unis il n'y a pas longtemps, justement une discussion autour de toutes ces doctrines, autour de la question de la protection de la nature, de l'environnement, etc. Entre mise sous cloche ou au contraire savoir à quelles conditions on vit avec les populations locales qui ne sont pas forcément vues justement comme des ennemis. Mais on voit qu'il y a encore pas mal de controverses, hein. Même des parcs qui ont des initiatives très intéressantes, qui ont revu leur doctrine par rapport à la doctrine passée. Parfois il y a des frottements parce que justement on est en plein dans cette négociation entre des attachements qui sont différents. Et là, on a besoin justement de mettre en place des formes de diplomatie pour permettre à ces différents acteurs de construire un commun sur le territoire. C'est bien que tu reparles de la diplomatie, parce que je voulais rebondir aussi sur quelque chose qui a été dit par toi, notamment Diego, quand tu parlais du Mont Loulou. On est dans quelque chose de très culturel. Donc, voilà, avec un vrai échange, et donc d'où cette idée de diplomatie. Maintenant, je me positionne sur des territoires qui ont misé sur le sport, qui sont des territoires qu'on traverse ou qu'on pratique. Et comment on fait? Parce que là, la problématique est différente, quoi. Il n'y a pas... Comment cette diplomatie, c'est quoi, une diplomatie sportive? C'est quoi? Oui, typiquement, par exemple, avec la ville de Grenoble, on a travaillé des scénarios, y compris post-sport. Parce que si le sport aujourd'hui... En fait, le sport, c'est assez semblable à la question du tourisme. C'est-à-dire que le sport a été un petit peu capitalisé, cadenassé par des stratégies de montée en échelle, où les stratégies des territoires, c'est se copier pour avoir tous des piscines municipales dans chaque coin de rue, des patinoires, des grands stades, etc., etc. Donc il y a une course à l'échalote du grand événement sportif, de la grande géopolitique sportive, des grands centres d'entraînement, parce que ça te permet d'avoir des gens qui parlent de ton territoire, donc attractivité, etc., etc. Donc ça ressemble beaucoup dans ces montées en échelle.
En fait, lorsqu'on parle de post-sport ou de post-tourisme, pour le post-sport, c'est de dire dans quelle mesure il ne faut pas remettre en question l'idée qu'un territoire doit être capable de fournir tous les sports possibles, toutes les options sportives possibles, pour toutes les communautés sportives possibles. Parce que le problème qu'ils ont, par exemple à Grenoble, c'est qu'ils ont des communautés qui se structurent de plus en plus. Donc il y a maintenant une communauté de baseball, donc ils sont un paquet, une communauté de plongée aquatique. Et chaque communauté d'électeurs, entre guillemets, veut son équipement. Et alors du coup, demande sociale, un élu répond à une demande sociale dans le paradigme classique, et donc comme il répond, donc normalement, on doit leur répondre avec un nouvel équipement, avec une nouvelle, etc. Donc là, il faut penser d'autres formes d'arbitrage qui ne soient pas annexées sur la demande sociale. C'est pour ça qu'à mon avis, on aurait tout intérêt à repenser la notion de à qui on a affaire, et de décoloniser l'idée que le tourisme est un marché avec des clients qu'on doit étudier, qu'on doit analyser pour penser une demande. Moi, je pense que le tourisme doit être guidé par d'autres attracteurs, la configuration du milieu écologique, la configuration identitaire et les décisions démocratiques qui sont bâties par les citoyens pour penser ce que l'on veut faire de son territoire. Alors, je pense que ça, c'est le genre de choses qui devrait faire réagir un certain nombre de personnes. Je ne sais pas si on a des questions, mais en attendant, par rapport à ce qui vient d'être dit, demain, on est en Bretagne ici, demain, on vous dit, voilà, il faudrait faire quelque chose au niveau de la Bretagne. Vous faites quoi ? Comment ça se passe? Quelle démarche? Quel questionnement? Comment vous faites? On va faire des enquêtes déjà, parce qu'il ne s'agit pas d'arriver avec des solutions toutes faites. Ouais. On revient un peu à une discussion notamment sur ce qui est proposé aux collectivités, ce qui est proposé à un certain nombre d'acteurs. Souvent, effectivement, ce sont des outils ou des solutions toutes faites, parfois sont vendus par des grands cabinets de consulting. Alors, on est en plein dans une controverse très importante en ce moment là-dessus, donc je ne vais pas m'étendre sur ce plan-là, mais ça rejoint un petit peu cette histoire du vide stratégique dont il était question au début. C'est-à-dire, si on vend exactement le même produit à tous les acteurs qui sont censés se différencier, ils ne vont plus se différencier, et donc ça joue à contre-emploi, ça va créer des problèmes. Évidemment, ces problèmes sont de nouveaux marchés pour les gens qui ont vendu les solutions initiales. Donc là, il y a quelque chose quand même dans le modèle qui est un petit peu périlleux. Donc la première chose à faire, c'est que nous, on n'arrive pas en disant on a toutes les solutions aux problèmes qui sont les vôtres, et grâce à nos solutions magiques, ils vont disparaître. Par contre, on arrive à thématiser, je pense, un cadre qui permet de poser un certain nombre d'enjeux qui aujourd'hui sont des enjeux importants et urgents et qui est difficile de balayer d'un revers de main. Et après, la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à enquêter et à co-enquêter, parce qu'en fait, sur les territoires, il y a déjà des gens qui sont en train de se poser ces questions, qui n'ont pas forcément l'espace finalement pour développer les réflexions, les cadres d'action qui vont permettre d'aller plus loin ou aux échelles nécessaires. Et donc l'enjeu, c'est déjà d'enquêter, de co-enquêter avec ces acteurs qui sont déjà en train de se poser ces questions pour ensuite bâtir les leviers d'action dont on a besoin ou récupérer des leviers d'action qui ont déjà été développés ailleurs et qu'on peut faire passer à une autre échelle, qu'on peut partager et mutualiser. Ça peut être vu justement comme des communs. Voilà, le premier enjeu, je dirais, c'est celui-ci. Donc il y a une question aussi à respecter la spécificité de ce point de vue-là des territoires et ne pas arriver en disant « moi j'ai tout compris à votre territoire, voilà ce qu'il faut faire, j'ai la réponse par A plus B ». Ok. Merci beaucoup. On va passer aux questions. J'ai vu qu'on avait 3 questions, mais qui ont disparu. Voilà. Alors, une première question de Caroline qui dit « Quelle différence entre attachement et confort pour argumenter le renoncement auprès des décideurs ?» Donc, ça fait... elle s'attache en fait elle part du point de vue des besoins légitimes par rapport aux besoins artificiels. Qui veut répondre? Je peux commencer, peut-être Diego ensuite. On n'est pas forcément sur l'idée avec les attachements de besoins légitimes versus des besoins artificiels. C'est-à-dire que quand les gens, par exemple, utilisent leur voiture pour aller travailler, est-ce que c'est un besoin artificiel qui est lié quand même au fait que les infrastructures routières de la France sont centrales, que les villes ont été construites autour de ces infrastructures? Donc c'est quand même très artificiel, très infrastructurel. Alors est-ce que c'est légitime, illégitime, naturel, pas naturel? Je ne sais pas si c'est la bonne grille de lecture. Par contre, ce sont des attachements extrêmement profonds, dont il est extrêmement compliqué de se détacher, dont on ne peut pas se détacher vraisemblablement au niveau purement individuel. C'était ça un peu le problème de la crise des Gilets jaunes. Je vous mets une taxe sur votre essence, ça ne va pas résoudre la dépendance infrastructurelle. En même temps, c'est normal. C'est beaucoup plus difficile de résoudre cette dépendance infrastructurelle, de retricoter une France autre au plan de l'urbanisme, au plan de la mobilité, au plan de l'usage des énergies, etc.,
que de mettre une mesure comme celle-ci. Mais en même temps, ça ne résout pas le même problème. Ça ne répond pas à la même question. Donc oui, il faut dans tous les cas regarder quelle est la nature de ces attachements. Et dans tous les cas, la question, c'est de ne pas laisser les gens, en fait, moi je prends un peu cette image souvent, c'est comme des pantins dans un théâtre. Si vous coupez les fils avec lesquels on les manipule, ils tombent. On ne peut pas vivre sans être attaché. Les attachements, en fait, constituent un milieu de subsistance. Et sans attachement, vous n'avez pas de capacité, en fait, à subsister, au-delà de savoir si vos besoins sont naturels ou artificiels, légitimes ou illégitimes. Et donc, dans tous les cas, ce qu'il faut faire, c'est arriver à produire des détachements qui sont, en fait, toujours des réattachements. Voilà. Et donc toute la question, c'est à quoi on va réattacher ces personnes-là. À quoi on va cette personne qui a un hôtel dans une station, qu'il va falloir fermer une station, mettons de moyenne montagne, qui ne voit plus de neige et qui est en train de fermer. À quoi demain elle va se réattacher? Est-ce que c'est de sa responsabilité individuelle? Est-ce que tu as les bonnes compétences pour te réattacher toute seule dans le marché du travail? Je pense que c'est un petit peu illusoire. Ou alors on met en place justement des filets de sécurité pour lui permettre de se réattacher à autre chose. Et je pense que c'est la responsabilité justement des territoires, des collectivités, de l'État sans doute et autres, que d'anticiper la grande vague de réattachement qu'il va falloir justement mettre en place. Si on parle de détachement sans parler de réattachement, effectivement, on n'est pas dans une forme de justice sociale qui est absolument nécessaire pour qu'on conjugue justement justice sociale, justice environnementale. Hugo, tu voulais rajouter quelque chose? On va passer à la deuxième question. Laurence, cette fois, qui nous dit s'il faut supprimer les piscines individuelles, pourquoi Atout France a attribué 4 étoiles aux installations piscines, spa? Faut-il revoir encore les critères de qualité? J'adore ce genre de questions. Oui, c'est génial. Je suis complètement d'accord avec Laurence. Ouais, c'est bien ça. Oui, bien évidemment, parce que justement, en fait, c'est tous ces critères de qualité qui sont complètement dépassés, complètement arriérés, complètement vieux. Enfin là, pour le coup, moi, je suis pour la fermeture totale de toute cette critérisation qui est vraiment 18e siècle, fin 17e siècle, je dirais. Voilà, bon, moi c'est dit. J'ai pas plus à dire que ça. Mais... Atout France, si vous nous entendez, tout va bien. Ils sont partis, c'est bon. Mais c'est bien, on a dit depuis le début, en fait, il faut se donner l'occasion du questionnement, de la réflexion. Autrement, ça ne sert pas à grand-chose. Dernière question, qu'est-ce que vous proposez pour massifier votre belle approche de redirection écologique? Alors, nous on a une approche qui se décline au niveau des organisations, et aussi une approche qui se décline sous des propositions de politique publique plus générale. Parce qu'effectivement, comme on l'a dit, les territoires, les organisations publiques, les organisations privées peuvent mettre en place des projets de redirection écologique, mais il y a des pertes sèches qu'il va falloir assumer. Moi, je suis pour qu'on clarifie la question écologique et qu'on assume que la question écologique n'est pas une affaire uniquement de coopération. On est tous dans le même bateau, que c'est cool, tout va bien se passer, on tire tous dans la même direction. Non, il y a une part de très forte conflictualité dans les choix écologiques, d'arbitrage. Ça implique qu'il va y avoir des coûts. Ces coûts vont être économiques, vont être sociaux, et il va falloir les assumer. Et donc, pour le coup, il faut bâtir une justice sociale et donc tous les outils de régulation, de planification, les nouveaux régimes assurantiels, mutualistes, qui permettent justement de déménager les gens de secteurs qui sont condamnés sur le plan de la matérialité, des dépendances matérielles et des limites planétaires et du climat, et bâtir les nouvelles stratégies. Et donc, dans ce passage, il faut qu'il y ait quelque chose qui permette d'assurer les gens. Donc c'est tout le programme sur la sécurité sociale redirectionniste et tout ça. Je rappelle d'ailleurs que la planification maintenant fait consensus visiblement chez les candidats à l'élection, donc c'est déjà une première donnée. Mais par ailleurs, en fait, ça existe déjà, cette idée d'avoir des mécanismes presque assurantiels, notamment dans le cadre des partenariats publics-privés. Dans certains cas, on a des acteurs de la finance qui vont financer des infrastructures, et c'est le rôle de l'État d'opérer ce qu'une économiste qui travaille au Royaume-Uni appelle une logique de dérisking, c'est-à-dire de prendre en charge les risques afférents à ces investissements. Par exemple, si vous avez investi dans les infrastructures autoroutières et que pendant la Covid et le confinement, les gens n'ont plus roulé et donc il n'y a plus de revenus qui ont été générés, c'est l'État qui met la main à la poche pour vous assurer un revenu. Donc ça existe déjà, mais pour les acteurs de la finance.
Donc il y a un enjeu effectivement qu'en fait ce ne soit pas forcément eux qui en bénéficient, mais que ce soit peut-être toutes ces populations qui vont être dans cette redirection écologique, et donc on met en place des mécanismes pour eux plutôt que de les mettre en place pour des fonds de trillions de dollars. Ça va assez loin d'ailleurs, puisqu'au Ghana il y a des projets comme ça de dérisking qui ont été mis en place au profit des fournisseurs d'énergie fossile. Donc c'est-à-dire que si on opère la transition, l'État vous rembourse vos pertes, parce qu'en même temps, il faut aller vers la transition. Donc là, c'est quand même une logique qu'on peut discuter. Et donc, si on met en place ces mécanismes assurantiels-là, peut-être qu'il y a vocation à les mettre en place en fait ailleurs. Mais donc, c'est pas complètement inédit. C'est pas des choses qui tombent du ciel. Merci beaucoup. Donc en fait, effectivement, si je voulais résumer là vraiment en 2 mots ce qui a été dit là, ça me plaît bien parce qu'effectivement, on part d'un questionnement, on pose les choses quoi. On fait le choix du questionnement. On arrive à un arbitrage. Alors ça, j'adore parce que c'est la même problématique que quand on travaille sur les positionnements dans les territoires. C'est quand on propose des positionnements, il y en a toujours un qui dit mais on peut pas mélanger les 2 positionnements. Non, tu vas choisir ton positionnement et après on va y aller. Donc cette notion d'arbitrage elle est importante parce que je pense que c'est la responsabilité du territoire de dire voilà nous ce qu'on hésite, mais par contre il faut que ça soit accompagné par la suite en termes de transition. Donc on renonce, on se donne le moyen de renoncer, mais en étant accompagné par rapport à tout ça, et on a un cadre qui peut exister par rapport à tout ça. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous de nous avoir écoutés, c'est très intéressant. Donc juste pour terminer, donc dans 30 minutes, on se retrouve ici à la Nef pour une table ronde sur la gamification au service des touristes et des professionnels. Et au réfectoire, on se retrouve pour une thématique engagement collectif, croiser les regards pour penser un nouveau modèle breton d'itinérance autour de la frange littorale. Wow. Merci beaucoup. Au revoir.